Franchement, on a levé des fonds, cool. On a un site génial. On a des personnalités, on a des produits superbes. Mais en fait, on vend rien. Donc si ça continue comme ça, je me dis, ok, dans 6 mois, on est déjà mort. C'est cool, mais ça aura pas duré longtemps. On refait le site. Et là, on passe de 5 000 € par mois en un an à plusieurs millions, quoi. Et là, c'est les vacances de Noël, on part, mon associé démissionne, et je reviens, il est plus là. C'est une tombée en enfer, cette histoire. J'ai été payé au SMIC, du coup, je sais que le jour où je vais au tribunal de commerce, j'ai aussi plus de revenus. Je vais être assez cash. Un actionnaire qui investit dans une boîte, a priori, cet argent, il peut le perdre. Sinon, il l'a qu'à mettre sur son PEA ou son livret A et pas nous emmerder. Il m'appelle un jour, il me dit, Vincent, ça m'ennuie énormément de perdre cet argent. Et il me dit, je te propose un truc. Tu vas demander à tes parents de faire un prêt. Ce prêt, ils vont te le donner et tu vas me rembourser en perso. Et je lui réponds, mais si tu voulais pas le perdre, t'avais qu'à le mettre sur une assurance vie, va bien te faire foutre, et je raccroche. Journée de merde. Je m'appelle Vincent Redrado, et j'étais le CEO et fondateur de The Tops, une marketplace de marques digitales, lancée en 2011. Nous étions à la fin 20 collaborateurs et on faisait un peu plus de 8 millions de chiffre d'affaires. Mais nous n'étions pas rentables et nous avons dû effectivement stopper l'aventure parce que finalement cette boîte était une fausse bonne idée. Bonne idée parce que sur le papier, énormément d'entrepreneurs brillants avec un gros track record américain avaient lancé des équivalents dont je m'étais inspiré. Mais finalement, toutes ces boîtes-là avaient aussi fermé. Et le modèle de départ, effectivement, n'était pas bon. On a eu beau pivoter. Lorsque les fondations ne sont pas bonnes, on a beau travailler, c'est compliqué. En 2011, je travaille chez PriceMinister.com. Je travaille dans l'équipe de monétisation de l'équipe de Price Minister. Donc je suis en lien direct avec Olivier Mathieu et Pierre Kosciusko-Morizet. Et mon métier au quotidien, en fait, c'est de monétiser l'audience et de lancer des nouveaux business. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher des opportunités pertinentes, les proposer au COMEX, une fois qu'ils les valident, les mettre en place sur le site. Et en fait, je découvre une opportunité, une idée que je propose au COMEX, passionné par l'idée, convaincu que cela peut vraiment marcher pour Price Minister. Et ils me disent que, comme plein d'autres projets, qu'ils avaient accepté ou d'autres refusés, mais celui-là, ils disent celui-là, on ne le lancera pas pour plein de raisons. Et je leur dis, les gars, ça fait 2 ans que je travaille pour vous, que je travaille jour et nuit, je vous admire énormément, j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai découvert le digital avec vous, mais en fait, je veux créer une boîte. Et du coup, ce projet que je vous ai proposé, j'ai envie de le faire. Et à ce moment-là, la réaction du fondateur est absolument extraordinaire, puisqu'il me dit ok Vincent, super, on va te garder en CDI, donc comme ça tu vas pouvoir avoir un salaire, tu vas rester dans les bureaux, mais tu travailles ta boîte. Et quand t'es prêt, tu viens me voir. Et donc moi je repars comme un petit fou. Alors bien évidemment, pendant quelques semaines, je continue encore mon taf, puis je commence en fait à bosser sur le projet, à fond. Et en fait, au bout de quelques mois, je vais revoir du coup Olivier Mathieu et je lui dis Olivier, le projet a bien avancé, j'aimerais te le présenter. Je lui présente et il me dit super Vincent, je vais te présenter des investisseurs. Et en fait, au bout de quelques semaines, par réseau d'investisseurs de Price Minister, grâce à Olivier qui investit lui-même, en fait, je lève à peu près 1 million d'euros et la boîte se lance. En fait, la boîte se lance. Avec un prêt étudiant que je fais aussi en faisant croire à une banque que je ne citerai pas que je voulais faire un MBA. Et donc ça me finance le début de la société, je lève ces fonds-là et c'est le début de l'aventure. Quand j'arrive à Paris, je le savais mais je le réalise vraiment, ce monde des startups, de la tech, des levées de fonds, je le connais pas, je connais pas les codes, je viens pas de là, je connais pas le vocabulaire, les valorisations, les clauses, je comprends rien, je vais pas faire un BP, je comprends rien au juridique, rien du tout. Et du coup, je me dis, il y a qu'une chose pour y arriver, c'est beaucoup bosser. Et effectivement, chez Price Minister, ils m'ont donné tellement de possibilités d'apprendre que j'ai appris énormément de choses. Et en fait, l'entrepreneuriat, ma mère m'a toujours dit qu'elle m'avait vu entrepreneur, moi non. Et en fait, c'est quand je vois ces mecs-là, les fondateurs de Price Minister, je me dis, en fait, mon rêve quand je crée ma première boîte The Tops, je veux faire un Price Minister. Et quand je dis je veux faire un Price Minister, je dis 2 choses. Je dis d'un côté, je veux faire une très grosse boîte. Alors que très grosse boîte, attention, Price Minister, c'était 200 millions d'euros de valorisation. C'était pas non plus des milliards et des milliards, mais c'est quand même une très belle boîte.
Mais il y avait aussi un truc historique que j'ai gardé sur cette première boîte, un peu de réalisation personnelle et d'ego. Je me réalise, quoi. Tu vois, Pierre Kosciusko-Morizet, alors aujourd'hui on en parle beaucoup moins, mais dans les années 2005-2010, c'était le plus jeune entrepreneur, l'entrepreneur le plus brillant, celui qui a réussi, l'un des premiers à avoir vendu une très belle boîte tech, qui a créé plusieurs associations entrepreneuriales, un fonds d'investissement. Et je me dis, je veux juste être comme ce mec, quoi. Mais j'aime pas du même monde. Du coup, c'est un peu plus long, c'est un peu plus dur. Mais mon rêve, c'est ça, en fait. C'est, je regarde ces fondateurs de Price Minister, qui sont finalement les seuls que je connais, et je me dis, je vais faire comme eux. Et donc, en fait, je me lance vraiment comme pas un entrepreneur avec une vision, mais un entrepreneur qui sait exécuter. C'est-à-dire, je vois des boîtes américaines et je me dis, il n'y a pas de modèle en France. Le modèle est brillant, je vais le copier, je vais le dupliquer. En fait, les Américains, eux, ce qu'ils font, et c'est ça qui m'inspire énormément, c'est que le constat qu'ils font, c'est il y a énormément d'offres sur Internet, il y en a de plus en plus, mais il n'y a personne qui nous aide à sélectionner dans ce brouhaha d'offres et de produits. Et en fait, ils disent, on va créer ce qu'ils appellent une curated marketplace, c'est-à-dire on va prendre des personnalités, experts dans leur domaine, et on va créer un site internet qui va qui regroupe toutes ces personnalités, qui vont chacune finalement avoir leur catégorie et vont recommander des produits. Pour exemple, aux États-Unis, tu vas avoir Serena Williams, championne de tennis, qui va recommander des affaires de sport. Tu vas avoir des chefs cuistots ultra connus qui vont recommander des produits. Et donc en fait, moi quand je me lance sur The Top, je me lance là-dessus. Et donc en fait, tu as plusieurs problématiques dans ce business. Tu as une problématique, il faut déjà être entrepreneur et savoir qu'il y a un business. Tu en as un deuxième, c'est pas une boîte rentable par définition, donc tu dois savoir lever des fonds, avec tout ce qui va avec. Mais surtout, tu dois connaître des personnalités. J'en connais pas. Et donc là, rentre en jeu le culot. Parce qu'en fait, il te reste que ça après. Et le culot, c'est de se dire, ok, quels sont les chefs, par exemple, étoilés qui seraient le plus pertinents. Quels sont les sportifs qui seraient les plus pertinents. Et en fait, au bout de quelques mois, on a le chef Thierry Marx, chef étoilé, présentateur télé. On a Philippe Etchebest. Et en fait, trouver ces personnalités, c'est pas difficile, puisqu'en fait, elles sont connues, elles sont à la télé. Parce qu'en fait, le modèle de départ, c'est de dire, je vais trouver des experts, mais des experts qui ont une visibilité. En fait, c'est l'influence, quoi. C'est ni rien de plus que de l'influence. Et donc, lister des gens qui sont connus et qui ont de la visibilité, c'est pas très compliqué. C'est par contre après les rencontrer et les appeler. J'ai pas leur agent, je sais même pas comment ça marche. Et donc en fait, pour la plupart des gens, j'y vais au culot. Par exemple, Thierry Marx, je vais dans son resto. C'est-à-dire, je vais à l'accueil, je voudrais voir Thierry Marx, mais vous n'avez pas de rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous. Puis en fait, à un moment donné, je me mets au café, à son café, puis je le vois passer, je lui saute dessus, il me dit je suis pas dispo, mais on se revoit dans une semaine et j'ai un créneau dans l'agenda. Pareil avec Philippe Etchebest, pareil avec Vincent Clerc, pareil avec Laurent Jalabert. En fait, là, la plupart des personnalités que je rencontre et qui sont sur le site, le meilleur sommelier de France. Enfin, je lise ces personnalités, je me dis, pour les rencontrer, en fait, il va falloir y aller au culot parce que ton site n'existe pas, tu n'existes pas, t'as pas de crédibilité. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est d'aller à leur rencontre. Finalement, contrairement à ce que j'aurais pu penser, signer ces personnalités, c'est pas la chose la plus difficile. Est-ce que parce que je suis jeune, que je suis plein d'entrain, ils se disent c'est cool, j'ai envie de participer au truc, j'ai pas grand chose à perdre, allons-y. Est-ce que ça les amusait? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on les signe assez facilement, puisque le modèle est assez intéressant pour eux comme pour nous. C'est du variable, pour eux comme pour nous. Donc en gros, s'ils arrivent à vendre, et nous aussi, ils ont du cash, et sinon, on n'en a pas. Et donc en fait, on lance le site, on a une quinzaine ou vingtaine de personnalités, et du coup, 30, 400 références produits sur le site. Mais en fait, au 6e mois, je regarde les chiffres et c'est absolument une catastrophe. On fait pas plus de 5-6 000 euros par mois. Mais on fait rien, quoi. Franchement, on a levé des fonds, cool. On a un site génial. On a des personnalités, on a des produits superbes. Mais en fait, on vend rien. Donc si ça continue comme ça, je me dis, ok, dans 6 mois, on est déjà mort. C'est cool, mais ça aura pas duré longtemps. Et là, en fait, je fais quelque chose de pareil. L'avantage d'avoir tous ces actionnaires, ça a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est qu'ils ont plein de réponses parce qu'ils ont vécu plein de choses. C'est un désavantage, c'est que quand tu es un entrepreneur comme moi qui, c'est sa première boîte et ne vient pas de ce milieu, tu admires les mecs, ils te disent aller à droite, tu dis ouais, tu dois avoir raison, je vais à droite. Et le lendemain, tu envoies un autre qui te dit je vais à gauche, ouais, t'as raison, je vais aller à gauche. Alors qu'en fait, aucun actionnaire n'a la bonne réponse, t'es le seul à l'avoir.
Et ça, du coup, je le comprends pas, tu vois. Et donc j'écoute, parfois je fais des erreurs, etc. Mais il y en a un qui me dit un truc super et qui me dit, et je crois que c'est d'ailleurs Olivier Mathieu, et il me dit, mais en fait, Vincent, t'as parlé à tes clients? C'est con, mais tu leur as demandé ce qu'ils aimaient sur ton site ou ce qu'ils aimaient pas, etc. Et là, en fait, il me décrit une méthode que je connaissais pas, qui est fait des focus group, fait des questionnaires Cali, Conti. Ah oui, c'est vrai, je sais pas ce que c'est, moi, tu vois. Et donc, on invite des clients au bureau et on leur pose toute une série de questions sur le site, mais aussi on leur pose des questions de navigation. Tu vois, par exemple, est-ce que tu as une sorte de parcours de navigation? Tu vois, on dit au client, est-ce que vous êtes sur Google, est-ce que vous pourriez acheter ce couteau sur le site, etc. Et en fait, on voit le parcours du mec qui est filmé. Et nous, déjà, ce qui nous paraissait évident, en fait, le mec, on voit autour du bouton ajoute au panier, il tourne et tout, il arrive pas à cliquer. On se dit, putain, en fait, notre site, il était beau, mais il marche pas. Et deux, ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur pose après des questions en off, mais qu'est-ce que vous aimez sur le site, qu'est-ce que vous aimez? Et en fait, on a interviewé quand même une centaine, 200 personnes, donc c'est beaucoup à la fois des clients et des gens qui ne nous connaissaient pas. Et en fait, la chose qui ressort le plus, mais qu'on n'avait jamais vu, c'est ça, mais je ne comprends pas, les produits ne sont pas en adéquation avec la notoriété de la personne. Et je fais, mais c'est-à-dire, mais par exemple, pour moi, Thierry Marx, c'est un présentateur de Top Chef. Et je fais, c'est-à-dire, mais il présente des couteaux à 150 ou 200 euros. Mais je fais, c'est normal, il est chef 2 étoiles mandarin. Ah, mais moi, je savais pas. Pour moi, j'ai en tête que c'est un chef à la télé, donc je suis prêt à mettre un prix de 15-20 euros. Et donc là, on comprend que notre modèle est foireux. C'est-à-dire qu'un expert dans un secteur d'activité, par définition, notamment un chef multi-étoilé, un sportif un sportif de haut niveau, mais par définition, tout ce qu'il utilise, c'est le mieux qui existe, mais tout ce qu'il peut recommander, c'est aussi le mieux, parce que sinon, en termes d'image, ça marche pas. Et donc là, on se dit, notre modèle, c'est foireux. C'est-à-dire qu'on pourra jamais recommander suffisamment de produits volumiques qui fonctionnent et qui seront en lien avec la personnalité. Et en plus de ça, les clients qui venaient grâce à la personnalité de ces gens ne retrouvent pas en plus les produits qu'ils auraient aimé trouver. Et là, on se dit, ok, il n'y a rien qui marche. Donc là, on se dit, ok, le modèle des personnalités nous a pas ramené de trafic, nous a pas aidé à convertir. C'est même presque l'inverse. Et la deuxième chose que nous disent les consommateurs, mais par contre, je trouve ça génial, vous avez des sélections de produits de marque que je trouve nulle part ailleurs. Et là, on se dit, ok, il y a peut-être un truc. Et donc, en fait, pendant 3 mois presque, on ferme le site, on fait plus aucun investissement. Et on décide, on coupe, on était déjà 15-16 personnes, on revient à 7-8 personnes. Et on change radicalement de stratégie. Et donc là, pendant 3-4 mois, on refait le site, on enlève toutes les personnalités, on passe de 300 à 3000 références, avec beaucoup plus de marques, beaucoup plus de produits. Et si je me souviens bien, ça doit être en juin-juillet, et je crois que oui, en septembre, on relance le site. Et là, on passe de 5000 euros par mois en un an à plusieurs millions, quoi. C'est une nouvelle aventure qui démarre avec mon associé. Mais comme ça prend bien et que ça fait 6 mois qu'on crame de l'argent, il est nécessaire de relever. Donc on arrive à relever de l'argent avec nos actionnaires historiques et quelques nouveaux actionnaires. Et là, on pousse. C'est-à-dire quand on dit on pousse, on pense avoir trouvé le modèle. Et donc on y va à fond. Plus de marques, plus de références, toujours plus de nouveautés. Et on pousse. Et mois après mois, on fait la croissance. On fait la croissance, mais la croissance non rentable. Ça fait 4 ans qu'on a la société et Noël 2014, on décide de lancer des boutiques éphémères pour en fait aller à la rencontre des clients et présenter nos marques en physique. Pourquoi ? Parce que je sens que l'e-commerce ne fonctionne pas suffisamment, donc je cherche d'autres portes de sortie, de distribution. Et l'une d'entre elles est le physique. Une autre est créer sa propre marque pour gagner plus de marge. On fait les deux et là on commence à avoir une porte de sortie qui est ok, il y a un palier sur la brique e-commerce, on n'y arrivera pas parce que on a des marques qui sont pas connues, lorsqu'elles sont connues elles sont distribuées partout, on marge comme une marketplace, donc on mange pas beaucoup, on doit beaucoup investir, donc économiquement le modèle de e-commerce ne fonctionnera pas dans la durée ou pas comme on le pensait, mais les boutiques éphémères cartonnent et la marque propre aussi puisque elle pèse 40% du chiffre d'affaires, donc ça fonctionne bien. Mais le modèle de base
en fait un palier assez bas, un plafond de verre assez bas. On pense à l'époque, une fois plus, mon modèle c'est Price Minister, c'est-à-dire des centaines de millions de volumes. Et donc je pars sur un modèle qui doit faire du gros volume. Et de base, en fait, le modèle n'est pas un modèle à gros volume. Sauf que petit volume et marketplace, ça marche pas. C'est juste deux modèles économiques qui ne marchent pas. C'est soit tu as une marketplace si tu fais du gros volume, soit tu n'es pas une marketplace et donc du coup tu as plus de marge mais tu fais moins de volume. Les deux, peu de marge et petits volumes ne fonctionnent pas. Du coup, il faut trouver d'autres ports de sortie, Et le physique cartonne parce que pour le coup, les marques que l'on distribue, quand tu les découvres en physique, t'as une émotion, t'es un peu exceptionnel, et ça fonctionne bien, au même titre que la marque propre au final. Et comme nous ne sommes pas rentables, je vois qu'on peut l'être vraiment pour compte sur le retail et qu'il n'y a personne qui le fait en physique. Et là, je présente un plan à mon associé et à nos actionnaires de ok, l'e-commerce, ça nous sert en visibilité, ça nous sert en notoriété, ça nous sert en chiffre d'affaires, mais c'est pas suffisant, il faut aller se développer en physique. Et là, il se passe quelque chose qui est tout à fait normal, c'est-à-dire d'un côté, nous ne sommes pas rentables, et là, je leur demande d'avoir des investissements CAPEX, donc des gros investissements pour ouvrir du physique, face à des actionnaires qui, n'aiment pas trop. Par définition, comme c'est que des actionnaires du digital en grande majorité, l'investissement CAPEX, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Et le retail, c'est pas ce qui les fait rêver, parce que c'est pas scalable, entre guillemets. Et mon associé qui voulait pas le faire. Et donc, on arrive dans un point de rupture où ce qu'on a à date ne fonctionne pas. Ce que je pense qu'on pourrait faire, je suis le seul à vouloir le faire. Et là, ça commence à devenir le bordel. Parce que dans tous les cas, une fois de plus, la boîte n'est pas rentable. Avec 50% du chiffre d'affaires qui fait à Noël. Donc si tu loupes un Noël ou que tu es pas bon à Noël pour X ou Y raison, ça ne fonctionne pas. À la sortie de ce rendez-vous, ce que je me dis, c'est je m'en fous, je vais le faire. Mais mon associé et mes actionnaires veulent pas. Et en fait, la seule issue qu'ils proposent, c'est avec le cash qui te reste, vire des collaborateurs et va vendre la boîte, quoi. En fait, c'est la seule option qu'ils trouvent. Et moi, je me dis, je m'en fous, je vais quand même réussir à développer la boîte d'une manière ou d'une autre. Et ça, on est fin d'année 2015. Et donc là, je me dis, fin 2015, ok, la clé, ça va être comment tu trouves l'argent pour en 2016 développer ton plan. Et c'est mon associé qui gère toute la partie financière et budget. Et qui est franchement, de ce que je pense, très carré et professionnel. Et en fin d'année, il me présente un plan de voilà le budget, voilà la trésor, voilà où est-ce qu'on en est. Et je me dis, ok, il va falloir ressortir quelques collaborateurs de la boîte, mais j'ai une bonne visibilité. Et honnêtement, à aucun moment je check si ces chiffres sont bons ou pas bons, parce que par définition, on est deux dans la boîte, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne, donc voilà. Et là, c'est les vacances de Noël, on part, et je reviens, il est plus là. Je reviens, j'ai une lettre de démission, il démissionne. Mon associé démissionne, et ne répond plus. Et là, je me dis, ok, il y a un seul truc à faire en priorité, c'est reprendre la main sur la partie financière. Donc je contacte des potes entrepreneurs qui me recommandent un cabinet de DAF à temps partagé. Et donc il y a une personne qui arrive, qui s'appelle Natacha, et qui, mais pendant plusieurs semaines, décortique le BP, le budget, reconstitue tout le tout, et me dit, Vincent, t'as 2 mois. Et là, je tourne de ma chaise. Parce qu'en fait, je reviens de vacances avec une énergie folle en me disant, on a 1 an pour retourner le truc. C'était ce qui avait marqué dans l'Excel. On a 1 an pour retourner le truc, il va falloir un peu serrer la vis, mais on a 1 an pour retourner le truc. Et déjà, celui qui avait fait le plan, même si à la fin, et je le dis tout le temps, le seul responsable, c'est le président et le CEO. Donc, c'est moi. Sauf qu'en fait, là, il y a urgence. Donc, il n'y a plus de comment on retourne la boîte, comment on fait ci, il y a 2 mois. Il y a 2 mois où je suis déjà presque en cessation de paiement. Je suis limite. Je suis limite parce qu'il y avait globalement 500 cas qui n'étaient pas pris, dans le suivi trésor et financier. Mais quand Natacha, la DAF à temps partagé, me présente ça, honnêtement, j'y crois pas. Une seule seconde. Et je lui dis, n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible. Sauf que mon associé est injoignable.
Donc en fait, je ne crois que ce qu'elle voit en compta. Et a priori, elle a raison. Et là, réunion d'urgence avec les actionnaires pour présenter la situation financière et comptable et les options, quoi. Globalement, soit vous remettez, soit on va arrêter, quoi. Et là, ils me disent, non, tu vas trouver un acquéreur, c'est facile. Donc les actionnaires me disent, Vincent, tu vas trouver un acquéreur, mais globalement, tu vas trouver un acquéreur pour qu'on retrouve nos billes, quoi. Et je leur fais, écoutez, il y a un truc que je sais faire, c'est vendre, donc on va essayer, quoi. Et là, en fait, se passe une chose. L'entrepreneuriat, par définition, je découvre que c'est quelque chose de solitaire, mais là encore plus. Et ça va te faire que s'accentuer avec les semaines qui passent. Et finalement, d'une idée où je crée la boîte en me disant je veux devenir comme PKM, je veux devenir riche, connu, je veux aller là-haut, c'est ok, mais comment je sauve mes fesses, quoi. En fait, là, c'est fini. L'ambition, on l'oublie. On est dans une phase de juste comment, en fait, on s'en sort, quoi. Et là, grâce à cette boîte, j'avais rencontré quand même plein de gens, et donc je recontacte toutes ces personnes pour leur dire, et pour le coup, vu le temps que j'ai, je suis pas dans une logique de dire, de draguer. J'arrive, écoute, c'est à vendre, vas-y, quoi. Et là, la plupart des gens que je rencontre ont une réponse que je trouve extrêmement dure à entendre, mais finalement tout à fait juste, c'est « Mais trop bien, Vincent, tu nous appelles quand tu es au tribunal de commerce. Parce que là, on va pas payer tes dettes bancaires ou BPI, on va pas payer tes actionnaires, alors que de ce que tu nous dis, dans un mois ou deux, on l'a pour beaucoup moins en tout cas. » Et donc du coup, au bout d'un mois, je vais revoir les actionnaires, un mois après, et je leur dis, j'ai vu plein de gens, hein. Mais voilà leur réponse. Ils me disent, non Vincent, tu peux trouver. Et là, deux des actionnaires ont une approche plus entrepreneuriale qu'actionnaire, et ils arrivent à distinguer les deux. C'est Olivier Mathieu de Price Minister, et c'est Christophe Bosquet, d'Efinity, avec qui je suis resté proche, les deux, me disent, Vincent, c'est le moment que tu prennes un avocat. Protège-toi. Et comme quand tu crées une société que tu viens pas de ce milieu, tu ne sais pas quelles sont toutes les règles juridiques de création d'entreprise, de pacte et de tout ce que tu veux, et t'as beau avoir fait une école de commerce, tu sais encore moins ce qui se passe quand c'est le bordel en fait. Mais ça peut être extrêmement grave. Moi je ne comprends, je réalise pas du tout. Et là je vois une avocate, et qui me fait monter en flip énormément. Elle me fait comprendre que si je vais au tribunal de commerce et que la date de cessation de paiement est passée, je suis en faute de gestion. Faute de gestion, c'est ma responsabilité personnelle qui est engagée, et plus celle de la société. Et donc, elle travaille avec la DAF, Natacha, pour comprendre, mais on y est quand en cessation de paiement? Vous y êtes, vous y êtes pas, vous y êtes pas. Et elle me dit, vous y êtes, il vous reste plus beaucoup de temps. Donc là, je n'écoute plus du tout. En fait, du jour au lendemain, en fait, c'est une tombée en enfer, cette histoire. Parce qu'en fait, je suis début janvier, on va faire une année dure, mais on va repartir, il y a une vision, il y a un projet, financièrement, on a un an, tout va bien. Une semaine après, en fait, on a 3 mois, et puis 12 mois. En fait, il y a encore un mois. En fait, non, faut y aller dans 3 jours, quoi. Et là, en fait, c'est assez intéressant, c'est que je sais pas pourquoi, je saurais pas comment l'expliquer. À ce moment, je me dis, t'es seul, mais t'es le seul à pouvoir sauver les meubles. C'est-à-dire, là, t'es plus dans une logique comment je ramène de l'argent à mes actionnaires, comment moi je récupère de l'argent, comment moi je sauve mes fesses, parce que juste, j'avais pas d'assurance en clé ou chômage dirigeant, j'étais payé au SMIC. Du coup, je sais que le jour où je vais au tribunal de commerce, j'ai aussi plus de revenus. Et j'ai pas d'appartement à Paris, je suis pas propriétaire, mes parents sont à Toulouse, je veux dire, j'ai plus rien, quoi. Et je suis déjà découvert tous les mois depuis 4-5 ans, quoi. Donc c'est pas open bar. Et en même temps, quand t'es dans cette situation, t'as deux réactions. Soit tu dis c'est fini, je fuis. Et en vrai, t'as pas beaucoup de risques juridiques de le faire. À partir du moment où tu déclares au bon moment que t'es en cessation de paiement, tu peux laisser l'avocat gérer et après, tu te barres en fait. Et moi, je décide de faire différemment. C'est-à-dire que
de ce que je comprends aussi avec l'avocat, je peux, même après le tribunal de commerce, si j'ai un plan, demander ce qu'on appelle, quand on arrive au tribunal de commerce, c'est soit on en sauvegarde, soit on en redressement, soit on en liquidation. Et en liquidation, il y a 2 étapes. Soit c'est la liquidation immédiate, soit c'est la liquidation avec poursuite d'activité. Et elle me dit, vous êtes dans le cas de liquidation. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de redressement pour vous. C'est mort. Par contre, si vous arrivez avec des options au tribunal de commerce, moi je peux les défendre pour qu'il y ait une poursuite d'activité de 30 à 60 jours. Et cette poursuite d'activité, elle permet pas grand-chose, puisqu'en fait, globalement, ça veut dire que c'est l'État qui va prendre la rémunération des collaborateurs. Il faut avoir suffisamment de cash pour que les collaborateurs puissent être payés, suffisamment de cash pour que la société puisse tourner, mais surtout, ça permet une chose, c'est de trouver potentiellement un acquéreur. Et cet acquéreur, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait payer une partie des dettes et embaucher des collaborateurs. Et donc elle me dit, est-ce que vous avez des offres? Et je fais, oui, ça fait 2 mois que je fais ça, donc j'ai des mecs qui sont chauds. Elle me dit, vous devez avoir un email, une lettre, faut qu'il montre un centre d'intérêt. Et donc là, en fait, tu te poses dans une posture, en 3 mois, puis en plus, cette boîte, j'ai eu beaucoup de retombées presse. On était présents partout. Et du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus ton ambition, il n'y a plus ton ego, il n'y a plus rien. C'est, est-ce que j'essaie de me battre pour quelque chose qui me dépasse? Puisqu'en fait, moi, je ne vais rien récupérer du tout. Je vais devoir continuer à bosser à perte. Mais est-ce que je le fais? Et en fait, je pense que ça va être un truc d'éducation, quoi. C'est-à-dire, tu as des capitaines de bateaux qui sont les premiers à se barrer, et t'en as qui restent jusqu'au bout, quitte à y passer, en fait. Je pense que j'ai pris la deuxième option. Et donc, on décide de tenter une liquidation avec poursuite d'activité. Et une fois qu'on décide ça, tu as plusieurs choses qui s'enchaînent. C'est-à-dire, tu as la déclaration à faire, tu as un rendez-vous au tribunal de commerce qui se cale, tu as l'annonce aux actionnaires, et tu as l'annonce aux collaborateurs. La déclaration, c'est assez simple, c'est les avocats et la partie finance qui font les documents, qui déclarent, tout est en temps, tout est dans les temps. Donc globalement, là, je suis plus en risque sur ce moment-là, en tout cas sur ça, je suis plus en risque. Le deuxième truc, c'est l'annonce aux collaborateurs, qui globalement, un moment assez horrible parce qu'on est une jeune société, on a embarqué des gens dans une histoire. Je me suis aussi embarqué tout seul dans le truc. On a embarqué des gens, on est à fond, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, puisque moi je passe la journée à pas être au bureau, à voir des cernes, et à pas être le mec souriant que je peux être d'habitude. Ils voient plus l'autre associé, et donc ils doutent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc je leur annonce. En fait, il faut comprendre que dans cette phase-là, moi je n'ai plus rien à gagner. Et donc tu essaies juste de sauver les meubles et de sauver ce qui peut être sauvé, quoi. Et donc tu te bats principalement pour eux, en fait. Parce que faut quand même comprendre un truc. J'apprends plein de choses à ce moment-là, mais le gars qui était responsable que la boîte fonctionne, donc de lever des fonds, de faire du chiffre d'affaires, qui payait de la TVA, de l'URSSAF, qui payait tout ça, lui il a rien, il a à poil quand ça plante. Par contre, les collaborateurs en licenciement économique, pendant 2 ans, ils ont 90% de leur salaire net. Donc s'il y en a un qui devrait faire la gueule, c'est quand même moi. Et là, à cette annonce, mais comme avec les actionnaires, avec tout le monde, tu as 2 types de personnes. Des personnes ultra énervées contre moi, mais ultra énervées, et d'autres qui restent extraordinaires. Je vais être assez cash. Un actionnaire qui investit dans une boîte, a priori, cet argent, il peut le perdre. Sinon, il n'a qu'à mettre sur son PEA ou son livret A et pas nous emmerder. Un collaborateur qui est dans une boîte qui ferme, soit il est repris dans une société qui rachète la boîte, soit au pire, il a licenciement économique. Ok, c'est dur émotionnellement. En France, on est quand même super protégé. Les marques, par contre, ou les partenaires avec lesquels on travaille, eux aussi, si je les ai pas payés, perdent. Vraiment. Mais celui qui perd le plus, c'est quand même l'entrepreneur. Sauf dans le cas où il y a une vraie faute de gestion. Ce que j'apprendrai plus tard, c'est s'enrichir sur le dos de la société et aux dépens des finances de la société. Quand tu es payé au SMIC pendant 5 ans, a priori, tu t'es pas vraiment enrichi sur le dos de la société. Donc, ce n'était pas mon cas. Mais, à la fin, personne, ou de manière extrêmement rare, essaie ne serait-ce qu'une seconde de se mettre à la place du gars qui ramasse le plus et qui est le plus à poil dans cette histoire. Personne. Chacun essaie de sauver ses fesses. C'est-à-dire, du moment où tu annonces ça,
Tu vas avoir des collaborateurs qui ne réfléchissent même pas à leur prochain boulot, ne réfléchissent même pas à quoi que ce soit à part t'aider. Vraiment. Et t'en as d'autres qui viennent plus au taf, qui recherchent leur job ou qui préparent leurs vacances puisque pendant 2 ans ils sont payés. Côté investisseur, ça va être un peu la même chose. Sur les 75 investisseurs, il y en a 15-20 que je voyais régulièrement et d'autres que je voyais très peu. Et sur ceux que je voyais régulièrement, c'était ceux-là qui étaient aussi très au courant de ce qui se passait dans la boîte, etc. Donc, j'ai envie de dire, le comportement des 50 autres que je vois très peu, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il y en a eu très peu qui ont répondu, puisqu'en fait, c'était de l'argent dormant, il avait placé pour défiscaliser. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, j'ai déjà défiscalisé, donc j'ai gagné en partie, entre guillemets là-dessus. Et sur les 15-20 restants, je vais avoir des gens extraordinaires, comme Christophe, comme Olivier, qui vont me soutenir énormément et qui vont comprendre. D'autres qui vont en fait avoir des réflexions. Mais je t'avais dit, fallait faire comme ci, fallait faire comme ça. Bah Loulou, s'il fallait faire ci, viens et fais-le quoi. Les conseils quand tu fais rien, c'est toujours facile à donner, c'est plus difficile de les faire. Et 3, tu vas avoir des vrais enfoirés. Je me rappellerai toute ma vie, à chaque fois qu'on me parle de lui, à chaque fois que quelqu'un veut investir, qui veut investir dans une boîte, et qu'on me donne mon avis, si on me le donne, je le donne. C'est un gars qui m'a appelé. Aujourd'hui, c'est un incubateur et un fonds d'investissement. Il est encore dans beaucoup de sociétés. Ce mec investit via son fonds d'investissement. Donc juste quand on investit via son fonds d'investissement, c'est qu'on investit de l'argent de gens qui ont fait du cash out, qui ont fait de l'argent et qui peuvent l'investir. On n'est pas avec des gens qui sont en train de crever la dalle. Il m'appelle un jour, il me dit « Vincent, ça m'ennuie énormément de perdre cet argent. » Je lui réponds « moi aussi, t'inquiète pas. » Et il me dit « Je te propose un truc. Tu vas demander à tes parents de faire un prêt. Ce prêt, ils vont te le donner et tu vas me rembourser en perso. » J'explose de rire. Mais vraiment, j'explose de rire et je lui fais t'as l'humour ou c'est fait exprès? Et il me dit « Mais non, Vincent, on peut pas perdre cet argent, nous. » Et je lui réponds « Mais si tu voulais pas le perdre, t'avais qu'à le mettre sur une assurance vie. Va bien te faire foutre. » Et je raccroche. Et j'ai plus jamais parlé. J'ai par contre reçu ses lettres d'avocat après coup. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ce qui est très étrange, c'est que tu l'annonces à tout le monde. Mais t'es toujours pas allé au tribunal de commerce, en fait. C'est-à-dire, tu sais que toi, c'est fini. Tu sais que c'est la fin. Et pourtant, tu sais même pas si en fait la fin elle s'arrête de suite ou si t'as une porte de sortie. Et donc, tu vas au tribunal de commerce. Je me souviens très bien. C'est le tribunal de commerce là qui est je sais même plus où d'ailleurs, dans le 5e. Il fait très beau. C'est au bord de la Seine. Et j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de rentrer. Parce que là, je me dis, je rentre, c'est fini. C'est officiel, quoi. Avant, tu peux peut-être toujours trouver un truc. Le jour où c'est déclaré officiellement, tu peux rien faire. Mais j'ai pas envie de rentrer. Et l'avocat t'appelle, je réponds pas. Elle rappelle, je réponds pas. Puis en fait, elle est maline. Parce qu'elle est devant le tribunal. Puis en fait, elle marche un peu. Je pense que je suis pas le premier qui doit faire ça. Elle marche un peu autour, puis en fait, elle me voit, je suis au bord du pont. Enfin, je suis à 100 mètres du truc, quoi. Et là, elle me voit, donc j'ai pas le choix. Je fais, mais vous pouvez y aller sans moi? Mais non, si vous voulez défendre la liquidation avec poursuite d'activité, il faut que vous soyez là, que vous présentiez les offres, que vous en parliez, que vous dites que vous allez mettre plein d'efforts pour y arriver. Je fais, j'ai plus d'énergie, j'ai pas envie. Elle me dit, ah, mais il faut y aller. Mais je suis avec vous. Donc on rentre. Honnêtement, j'ai pas envie. Du tout. Et là, je découvre un truc extraordinaire. Tu attends, comme plein d'autres gens, entrepreneurs, qui annoncent que c'est fini. T'es tous alignés, là. Tu rentres, et ça dure 1 minute 30. 6 ans de vie, 1 minute 30. Et là, t'es face à, je ne sais plus, 4-5 personnes. Tu lui dis, alors voilà, le dossier, ils te disent, pourquoi vous demandez une liquidation avec poursuite d'activité? Et là, t'as l'avocate qui prend la parole. Mais regardez, on a suffisamment de trésorerie pour tenir 1 mois et demi, 2 mois. Il y a X personnes qui ont présenté un intérêt fort. Il nous faut ce temps-là pour qu'ils puissent présenter une offre. Ah ok, d'accord. Tampon, au revoir.
Les mecs, ils s'en fichent de savoir ce qui s'est passé, pourquoi t'en es là, pourquoi t'en es pas là, ils s'en fichent. Le seul truc qu'ils font, c'est désigner un liquidateur. Et ils disent, en fonction de je sais pas quoi, si c'est le chef de la société, liquidateur, voilà, vous avez celui-là, prenez contact avec lui, parce qu'il faudrait pas non plus qu'il travaille trop, prenez contact avec lui et prenez rendez-vous. Et là, je sors, je me dis, je fais à l'avocate, il s'est passé quoi? Ah ben, je vous recontacte, je prends rendez-vous avec le liquidateur, je le connais bien, super, on est entre copains, tout va bien. Et je vous recontacte quand il faut aller le voir. Et là, je reçois un email du liquidateur, je pense le lendemain ou le surlendemain, qui me dit, et là, en plus, c'est extraordinaire, c'est que, il n'y a pas bonjour monsieur, je sais que c'est un moment difficile, quand est-ce que vous serez disponible, et je vais vous envoyer la liste de tous les documents. Tu reçois un email, convocation, tel jour, telle heure, venez, et voilà la liste des documents. T'as juste un peu envie de les lire, écoute le loot. Surtout qu'au début, je sais pas comment ça fonctionne un liquidateur, je comprendrai après. Et c'est à l'époque où les mecs veulent pas que tu leur donnes les documents en Dropbox ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que t'arrives avec des cartons de papier imprimés. C'est-à-dire que 3-4 jours avant d'aller voir le liquidateur, le seul truc que je fais, je prends cette putain de liste et j'imprime. J'imprime des liasses fiscales, des factures, des fiches de paie, nanana. J'imprime. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire dans ce moment-là, c'est que tu as 3-4 acteurs qui travaillent alors même qu'ils savent qu'ils ne vont pas être payés. T'as moi. T'as quelques collaborateurs qui sont payés plus par la société mais qui ont un décalage quand même de salaire. Donc si t'as un loyer, un prêt, ça peut être tendu, tu vois. 3, tu as ton expert comptable qui bosse alors qu'il sait que les dernières semaines ou mois de facture, il sera pas payé. Il sait. Alors il est certes légalement obligé de le faire, mais bon. Tiens, voilà. Puis après, tu as certaines marques ou fournisseurs qui continuent ou qui arrêtent. Parce qu'en fait, le jour où tu es chez le liquidateur, tu donnes la liste de tous tes collaborateurs, tu donnes la liste de tous tes partenaires, de tous tes clients, et ils reçoivent une lettre ou un email en disant « c'est en liquidation ». Et donc, j'arrive chez le liquidateur, qui est rue Saint-Denis, d'ailleurs, je crois bien, tout en haut, la rue Saint-Denis. Et là, j'ai jamais fait de garde à vue officielle, et c'est comme si. C'est-à-dire, tu es face à une personne, ça dure 3 heures, 3 heures et demie, et j'ai perdu plein de souvenirs de cette époque, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire, tu arrives dans une... C'est une garde à vue. Littéralement, moi, je l'ai vécu comme une garde à vue, ou en tout cas de l'image que je m'en fais. C'est-à-dire que la personne décortique de A à Z ton business. Tout. Et elle te pose, en fait, ce que je trouvais fou, c'est qu'elle essaie de comprendre en me posant une question, par exemple, vous pourrez me dire combien vous avez de collaborateurs en telle année? Et ça représentait combien les charges sociales 4 ans après et 2 ans avant? En fait, elle parle pour comprendre est-ce que tu connais ton business ou pas ton business. Et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, je suis tendu. Mais je suis super tendu. Et je fais juste, c'est quoi mes risques? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que vous me parlez de faute de gestion depuis 1 heure et demie. C'est quoi faute de gestion? Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait flipper. Mais elle me dit en fait, monsieur, faute de gestion, ce qui va se passer, monsieur, c'est que pendant cette procédure, il y a certainement des gens qui vont vous attaquer. Votre ex-associé, des actionnaires, des partenaires, des clients. Et donc, on va déterminer si vous êtes en faute de gestion. Et si vous êtes en faute de gestion, vous pourriez être interdit de gérer et vous pourriez être accusé d'avoir fait une faute de gestion. Donc, du coup, vous-même, devoir rembourser certaines des dettes. Je fais OK, mais on parle de beaucoup d'argent en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi la définition de faute de gestion? Si, mais c'est s'enrichir sur le dos, personnellement, sur le dos de la société. Je fais, mais c'est-à-dire s'enrichir, c'est avoir un salaire? C'est quoi? Ben, elle me donne un exemple. Elle me fait par exemple, on avait. Cet exemple me revient, c'est marrant, je l'avais pas lu depuis longtemps. On avait une société d'ambulance. Et avant de liquider sa société, il avait vendu tous ses véhicules d'ambulance, mais il avait encaissé l'argent personnellement. Donc en fait, il a laissé les dettes, mais lui, il s'est enrichi personnellement. Je fais, OK, je comprends. Elle me sort un autre cas d'un entrepreneur qui avait acheté une voiture de luxe et qui avait planté la boîte 3 mois après. Je fais OK, mais vous avez là dans tous mes salaires, qui sont du SMIC. Donc du coup, je suis le moins bien payé de toute la boîte. Et il n'y a rien d'autre, il doit y avoir quelques frais de restaurant, mais bon, classique. Ah non, mais monsieur, mais j'ai de suite compris, avant même que vous y arriviez, qu'il n'y avait pas de faute de gestion. Et je pète un câble. Je pète un câble. Je fais OK, mais alors s'il n'y a pas de faute de gestion, que vous passiez 3 heures à me poser des questions, oui, mais arrêtez de me mettre cette épée de Damoclès dans la tranche depuis 2 ans en fait. Vous voulez comprendre le business? Je vous l'explique. Mais mettez pas une fausse pression. Ah oui, mais c'est mon rôle de voir si vraiment il n'y a pas quelque chose de caché et tout. Donc en fait,
c'est une dinguerie. Tu sors, t'es mal. T'es juste là, une fois de plus, ça pourrait être l'avocat qui est là, ou ton expert comptable. T'es juste là parce que t'as vraiment envie de sauver ta boîte et la représenter. Quand je dis sauver la boîte, c'est de la vendre et qu'il y ait un maximum de dettes et de collaborateurs sauvés. Et on te parle comme si t'étais un voleur, quoi. Et là, je reviendrai, je te fais un parallèle, j'ai pensé à ça, tu vois souvent dans les infos où tu parles plein de gens qui peuvent penser ah, mais dans les cités, il n'y a que des délinquants. Je pense qu'à mon avis, tu as une très, très petite minorité de délinquants dans les cités, comme dans plein de choses. Mais tu vas avoir un ensemble de personnes qui vont mettre toutes les sécurités possibles et imaginables pour garantir que cette minorité, on les prenne, quoi. Mais là, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ils font tout ça parce que tu as, je pense, certains entrepreneurs et dirigeants qui s'en mettent plein les fouilles sur le dos de la société et sur le dos des collaborateurs, sur le dos des clients et des partenaires. Et finalement, ils ne risquent pas grand-chose. J'en connais certains, franchement, ils ont volé des dizaines de millions à des gens et au final, ils continuent à créer des boîtes, mais à Malte ou je sais pas où, et ça les dérange pas de vivre. Et donc, en fait, on te traite comme si tu étais un criminel sans aucune présomption d'innocence. Alors que tu es dans un état, quand tu es un entrepreneur, entre guillemets, qui a tout fait pour y arriver et qui à aucun moment forcément, je suis responsable que la boîte soit dans cet état. C'est ma responsabilité. Mais tu peux être responsable sans volontairement avoir voulu y aller, quoi. C'est une grande différence. Et tu vois, chez Liquidateur, une fois qu'elle me fait comprendre que je comprends qu'en fait, je suis pas du tout en faute de gestion, je me détends. C'est toujours pas agréable, mais au moins je me détends. Elle m'explique les prochaines étapes. Et là, je sors de ce truc, il doit être midi. Il y a un PMU en face. Je vais dans le PMU. Je prends une pinte, cul sec. Une deuxième pinte, cul sec. Je rentre chez moi, je dors. Journée de merde. C'était le 16 mai 2016. Journée horrible. Et après, il se passe des trucs cool. Puisqu'en fait, ton taf, c'est quand même de vendre la boîte. Du coup, tu t'es mis là-dedans, maintenant, il faut essayer de la vendre. Donc, tu fais un deck de vente. Tu regroupes les pièces comptables, tu leur fais une data room. Enfin, tu fais comme si tu vendais ta boîte, sauf que tu n'as rien à gagner. Et là, tu vas revoir les gens que tu avais vus, tu leur donnes le contact du liquidateur. Parce qu'en fait, tu as une annonce légale et publique. Et bon, toujours pareil. Quand c'est fait à l'arrache, il n'y a pas grand monde qui se positionne vraiment. Et donc, en fait, tu vas voir tout le monde, tous les gens que tu avais vus, et tu leur présentes ton dossier, et tu leur dis ça serait bien, il y a des intérêts, il y a ceci, il y a cela. Et tu as aussi l'email du liquidateur qui est parti chez tout le monde. Et là, il se passera des scènes assez extraordinaires. Un jour, je suis dans les bureaux en train de continuer de travailler pour présenter le dossier, mettre tout au clean, je suis seul. Et tu as une marque qui avait dû recevoir cet email. Et le fondateur sonne au bureau et il était avec une batte de baseball pour que je lui rembourse les 250 ou 300 euros de dette qu'il avait, quoi. Alors bien évidemment, il repart tranquillement. Mais en fait, ça montre juste une chose, c'est que personne ne comprend dans quelle situation tu es. Dans quelle situation de détresse tu es. T'es seul à gérer le truc, t'essaies de bien faire, tu essaies de bien faire, tu continues d'essayer de bien faire, et pourtant t'as vraiment l'impression que tout le monde est contre toi, que tout le monde te regarde, que tout le monde te juge. Et en fait, pendant tout ce temps-là de recherche d'acquéreur, à aucun moment je prends le temps de réfléchir à pourquoi on en est là, quoi. Je suis juste en mode focus, faut y arriver. Tu vois, tu as des choses qui sont vraiment, une fois plus, dans l'humain épatante. Je reçois une lettre officielle de certains actionnaires qui s'étaient regroupés en me disant, et je me souviens à peu près ce qui était écrit, Vincent, nous sommes très étonnés de cette situation, c'est dramatique pour nous. Nous n'étions pas au courant de la situation de la société quand nous avons investi, donc tu as fait, sous-entendu, tu as menti sur les informations communiquées. Pourrais-tu nous envoyer tous les éléments financiers afin qu'on analyse que tout est en ordre de ton côté? Et je me dis, ils sont cool, en fait, ils veulent... La façon dont ils écrivent, c'était envoie-nous tout pour que, franchement, nos avocats, entre guillemets, n'aient pas envie d'attaquer, juste rassure-nous. Tu vois. Je montre la lettre à mon avocate, elle me dit, mais vous n'envoyez rien? Je fais, mais pourquoi mais vous n'envoyez absolument rien. Là, en fait, ils vous demandent juste d'envoyer des pièces pour vous attaquer. Là, cette lettre, elle ne vaut rien.
Je fais, ah putain. Mais elle me dit quand même checker si. Et en fait, je me souviens très. Et du coup, je regarde dans les emails, et oui, ils avaient bien reçu les liasses fiscales, les dettes, enfin, il y avait tout dedans, quoi. Donc les mecs savaient. Donc juste, en fait, ils étaient vénères parce qu'ils n'avaient pas fait le taf, ou ils s'étaient trompés. En fait, le liquidateur ne te briefe pas sur ce qui va se passer. Absolument pas. Et donc, c'est un monde totalement fermé, où l'entrepreneur est encore plus seul, et tu sais pas ce qui va se passer. Et surtout, souvent, tu vois le terme de mandataire social comme quelque chose de très positif, et là tu découvres ce que ça veut vraiment dire. T'es le seul responsable socialement, juridiquement, fiscalement de ce qui se passe. Et du coup, un de mes actionnaires me met en relation à ce moment-là avec une personne qui avait vécu ce que j'étais en train de vivre une année et demie avant. Cette personne, c'est Émilie Gobin. Et je la rencontre, je me souviens très bien, dans un café à Paris, et elle me dit, Vincent, ta société, c'est fini. Voilà ce qui va se passer. Tu vas plus avoir accès à tes dossiers. Tu vas plus avoir accès à tes emails. Donc le premier truc que tu dois faire, c'est tout enregistrer. Parce que tu peux être attaqué pendant 2 ans pour faute de gestion, mais tu n'auras plus accès à rien pour te défendre. Donc si tu n'historises pas tout, que tu gardes pas tout, tu ne peux pas te défendre. Donc premier truc, tu enregistres tout et tu te défends. Deuxièmement, elle me dit, là, tu t'es sacrifié pour ta boîte et tes collaborateurs pendant plusieurs années, c'est fini, là maintenant il faut que tu penses à toi. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Du sport, voir tes potes, ce que tu veux, mais en vrai, là, tu peux plus faire grand-chose, faut que la moitié de ta journée minimum, ça soit pour toi. Et du coup, je sors de ce café, et le premier truc que je fais, c'est j'enregistre tous mes dossiers, j'enregistre tous mes emails, j'historise tout, j'imprime beaucoup de choses. Des emails d'actionnaires, des emails d'échange où j'avais envoyé des preuves, enfin des pièces fiscales, juridiques, avec mon associé, enfin avec plein de choses, j'enregistre, j'imprime. Et pareil, je les garde en me disant, si jamais il y a un sujet, tu pourras les montrer et être protégé. Et en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que tu es à la fois, à ce moment-là, je me vois très bien de ne pas vraiment comprendre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de vouloir bien faire jusqu'au bout. Je trouve un repreneur qui va payer une partie des dettes. Parce que je me sens comme le mauvais élève qui a pas bien fait, quoi, qui a loupé, et de se dire, ben, je vais au moins essayer de bien finir. Et à côté, première fois de ma vie que je commence à me dire, mais en fait, il faut d'abord te protéger toi. C'est-à-dire, ben, t'as pris un avocat, tu te bacs. Tu penses, en fait, tu commences à penser à toutes les choses horribles qui pourraient t'arriver. Et effectivement, tu as des actionnaires qui m'attaquent, tu as mon ex-associé qui m'attaque. Ça, c'est un moment assez sympa. En fait, je reçois une lettre pareille d'avocat, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un associé démissionne, juridiquement, normalement, tu es censé le déclarer, et donc du coup, il n'est plus sur le cabis. Donc il n'est plus responsable de ce qui se passe. Honnêtement, j'avais autre chose à faire, donc je l'ai pas fait. Je savais même pas qu'il fallait le faire. Et donc du coup, il m'attaque en disant, mais attends, la société est en liquidation, ce n'est pas de ma responsabilité, tu aurais dû m'enlever du cabis il y a un petit moment, mais du coup, je veux absolument que je sois dédouané de toute poursuite. Et là, l'avocat et le liquidateur, pour le coup, ont été génial, puisqu'en fait, ils me disent, mais non, justement, il s'est barré 2 mois avant, c'est lui qui gérait les finances, vous nous avez montré plein de preuves que c'était le cas. S'il y en a un qu'on attaquera en premier, ça sera lui. Donc ça me fait un peu plaisir, je t'avouerai. Mais en fait, c'est ça tout le temps, quoi. Tu reçois des SMS ou des emails de certains collaborateurs énervés, mais qui lâchent leur énervement sur toi, comme des haters, quoi. Tu vois, qui te demandent des choses, trouve-moi un job, aide-moi. Des actionnaires qui te demandent de leur redonner l'argent. Et à aucun moment, tu as une personne qui m'a dit, Vincent, ça va? Je peux faire quelque chose pour toi? Personne. Tes potes, ils comprennent pas. Et c'est normal. Ils ne sont pas passés par là ou ils n'ont pas vécu le truc. Ils savent pas ce que c'est. Mes parents comprenaient pas. En fait, t'es seul, quoi. T'essaies de te soucier des autres, t'essaies de bien faire. Et en fait, tu comprends qu'à la fin, il reste pas grand monde. Et ça te permet de faire un vrai tri après coup. Mais sur le coup, c'est difficile. Et donc, pendant 2 mois, mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il y ait un acquéreur.
Et donc, tu as d'un côté tous ces moments très difficiles, et de l'autre, je découvre quelque chose d'absolument extraordinaire. Je cherche à trouver un acquéreur. Mais en fait, c'est pas moi qui vais décider. Ce ne sont même pas les collaborateurs qui vont décider. Parce qu'en fait, quand il se passe ça, tu vois, les collaborateurs peuvent s'exprimer pour dire je préférais lui. Parce qu'à la fin, on a 4 offres. Finalement, je travaille pour avoir 4 offres. Et en fait, ce qui est dingue, c'est comme vendre sa boîte, sauf que t'as rien à y gagner. J'essaie de faire monter les prix, de faire montrer qu'ils prennent le plus de collaborateurs possible, qu'ils paient le plus de dettes possible. Donc ils mettent un vrai chiffre, c'est-à-dire que ce soit pas racheté à 0 euros, quoi, qu'ils mettent un vrai chiffre. Et là, je découvre 2 choses. Un, mon mot, moi ce que je préfère, en fait, on me demande même pas, on me pose pas la question. Bah, je suis pas là, on s'en fiche, quoi, du coup. Ok, super. Et en fait, les collaborateurs, l'acquéreur qui sera sélectionné ne sera pas celui que les collaborateurs voulaient. Donc en fait, voilà. Et je découvre la chose la pire au monde. Le liquidateur prend un cut sur le montant que les mecs rachètent la boîte. Bah, je comprends du coup comment ils se rémunèrent. Et donc en fait, mon travail, depuis 2 mois, c'est de rémunérer les liquidateurs. Donc, je suis leur client. Bah, tu me traites un peu mieux en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, puisqu'en fait, je comprends que je te rémunère. Ok. Donc tout ce que tu me dis depuis 2 mois, faites monter les prix. Tu m'as pas donné les cadres contractuels de comment ça fonctionnait en fait. Gardez bien de l'argent en banque, vous rémunérez surtout pas, ça pourrait être vu comme une faute de gestion. Ah ouais, je comprends. Donc globalement, c'est se rémunérer sur un mec affamé quoi. C'est se rémunérer sur un mourant, mais je me rémunère. Ah, faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais du coup, pourquoi je prends pas un cut moi? J'ai pas d'argent, j'ai pas de RSA, j'ai pas de chômage, j'ai rien. J'ai fait monter les prix, c'est-à-dire qu'à la fin, ça a été quand même 500 000 euros. C'est pas zéro. On partait de zéro, on est monté à 500 000 euros. Ce n'est pas la société que je voulais qui a été prise. Ce n'est pas la société que les collaborateurs voulaient qui ont été prises. Et en fait, j'apprends après coup. Parce que comme c'est moi qui avais fait monter les offres, j'appelle tout le monde derrière. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié quelque chose. Je découvre qu'au tribunal de commerce, tu arrives, tu as en fait les offres sont sous scellé privé. Tu as le représentant des personnels, mon avocat et moi, devant différentes personnes du tribunal de commerce. Ils ouvrent les offres, ils les lisent. Ils demandent l'avis aux collaborateurs. Moi, ils me demandent pas mon avis. Et j'apprends par un email qui a gagné l'offre. Derrière, du coup, je rappelle chacun des gars, mais t'as mis combien? Et finalement, c'était quoi ta vraie offre, etc. Et en fait, je découvre que c'est celui qui a juste mis 12 000 euros de plus qui a gagné. Les collaborateurs pas écoutés, le projet pas écouté, juste le montant parce que le liquidateur se rémunère dessus. En fait, le liquidateur est un leveur de boîte qui meurt. Sauf qu'on m'avait pas expliqué le concept. Et donc, la boîte est vendue. Tous les collaborateurs sont repris. Toutes les dettes, sauf les dettes bancaires, sont payées. Mais t'as personne qui dit bravo. T'as aucun collaborateur qui dit bravo. Parce que c'est pas la boîte qu'ils avaient choisi. Donc en fait, les mecs sont vénères. Mais c'est pour rien, mais ils sont vénères. Ce qui fait que 2 mois après, ils se barrent tous de la boîte. Parce qu'en fait, c'est pas là qu'ils voulaient aller. Les prestataires, en fait, ils disent pas merci. Tu les as payés 2-3 mois après, enfin, ils disent pas merci. Liquidateur, bien évidemment, il te dit pas merci, il t'écrit plus, il te voit plus, il te dit juste pendant 2 ans, vous êtes encore tenu responsable, donc pendant 2 ans, gardez bien vos trucs, on peut vous rattaquer pour faute de gestion. Donc j'ai effectivement gardé 2 cartons pendant 2 ans dans la cave, au cas où. Et j'ai mis, je me souviens, une alerte agenda le lendemain de tout jeter. Et en fait, c'est bizarrement, je trouve que c'est la chose que j'ai faite la plus valorisante, dans le sens rien à gagner, encore plus à perdre d'énergie, d'ego, de ressenti, de tout ce que tu veux. Et c'est le truc qui a été le plus dur, quoi. Vendre une boîte qui va bien, c'est dur en termes d'énergie, mais c'est cool. Vendre une boîte au tribunal de commerce, c'est juste sauver les autres. Ça y est, c'est fini, la boîte est vendue, et maintenant il faut que je me reconstruise. Et le pire dans l'histoire, c'est que la seule offre qui a été prise, c'est la seule offre qu'ils m'avaient pas proposée et qu'ils voulaient pas que je continue avec eux. Je suis à Paris, ça fait déjà 1 mois et demi que je me suis pas rémunéré,
J'apprendrai après coup que en fait, on pouvait demander au liquidateur de continuer à se rémunérer, mais ça, je ne savais pas. Et le liquidateur me l'a jamais dit. Je dois payer mon loyer et j'ai pas de backup, quoi. J'ai rien. Donc, l'une des personnes qui avait fait une offre mais qui n'a pas gagné me dit, mais Vincent, moi, mon offre pour toi, elle tient toujours, tu veux venir? Et je fais oui, quoi. Donc en fait, je ferme la boîte, je sais plus quel jour, mais 4-5 jours après, je commence un job. Au bout de 2 mois, j'explose. J'ai pas fait de vide, j'ai pas réfléchi, je suis en vrac. Et donc je demande au fondateur, je lui dis, faut que je parte en fait. Faut que je parte. Et il me dit, ok, pars un mois, tu reviens. C'est un entrepreneur et pas un dirigeant. Donc je pars un mois, je reviens. Et globalement, je suis pas fait pour être salarié, quoi. Je suis triste et surtout, j'ai pas fait le chemin pour moi. Et j'ai pas du tout pris de temps d'analyse. Juste parfois, quand j'ai des idées, je note quelque chose, quoi, tu vois. Mais c'est quelque chose. Ce que je fais à ce moment-là, je vis ça viscéralement comme un échec. Profond. 3-4 mois après la fin de The Tops, je rencontre une femme qui a changé ma vie. Cette femme est aussi entrepreneuse. Mais elle a fait un gros travail sur elle depuis très longtemps pour se comprendre, s'apprendre. Et quand on passe du temps ensemble, elle me dit dès que tu parles de ta boîte, tu te mets au fond de la chaise, t'as les bras croisés, t'es sombre, t'es pas bien. Je pense que c'est quelque chose qui va te bloquer toute ta vie si tu ne le traites pas. Et je lui dis attends, les psys, les coachs, c'est pour les gens malades, quoi. Puis elle revient à la charge. Elle revient à la charge. Puis un jour, elle me dit presque, mais tu sais, tant que tu n'auras pas passé cette étape, nous, on ne pourra pas avancer aussi, en fait. Tu as besoin de passer cette étape. Et je me souviens, j'écris à plusieurs potes entrepreneurs qui me recommandent plusieurs coachs. J'en choisis une qui est à l'inverse du type de profil que j'aurais pu sélectionner. Et j'arrive en lui disant, la femme que j'aime me demande d'être là. Je suis là. Elle me demande, mais qu'est-ce que vous venez chercher? Mon job me plaît pas trop, j'aimerais trouver un nouveau job et que vous m'aidiez à choisir mon prochain job. Elle me dit, vous êtes sûr que c'est ça? Je dis, franchement, je viens pour ça. C'était pas vraiment le sujet. Et en fait, ça dure 3 mois avec cette personne, avec ce coach qui s'appelle Emmanuel, et ça change ma vie. Je pense que je n'aurais pas vu cette coach, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas avec la femme que j'aime aujourd'hui, j'aurais pas une fille extraordinaire et j'aurais pas créé une boîte qui fonctionne si je n'ai pas eu cette coach. Elle me fait travailler sur beaucoup de choses, très dures. Je pense que chaque session, je dois pleurer. Chaque session, je finis mal. Chaque session, elle me demande de travailler. La prochaine session, je la travaille pas. Parce qu'à chaque fois que je le travaille, c'est replongé dans le truc. Et en fait, elle me fait déjà voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que quand ça va pas, j'en voulais à la terre entière. Quand la boîte est finie, les actionnaires, les partenaires, mon associé, tout le monde. Et en fait, la première étape qui a été super dure, vraiment super dure, c'est dire Vincent, ce n'est que ta faute. C'est la tienne. Assume-la et prends du recul sur pourquoi t'en es arrivé là. Exemple, quand mon associé se barre du jour au lendemain, j'ai mis du temps à l'accepter, mais je pense que je l'ai aussi poussé vers la sortie, poussé à l'extrême. Il aurait pas dû faire ça, mais je l'ai pas aidé non plus. Je l'ai mis dans une posture qui l'a poussé à faire ça. Si la stratégie d'e-commerce était pas bonne, il fallait en trouver une autre, mais j'avais qu'à la pousser avant, j'avais qu'à trouver d'autres solutions, j'avais qu'à piloter financièrement ma boîte pour qu'elle fonctionne. Et donc en fait, le premier truc, qui est le plus dur, c'est de réaliser quelles sont tes vraies responsabilités. La deuxième, c'était de revaloriser ce que j'ai fait. Et donc en fait, ça a été de comment tu en parles d'un échec à une étape. Aujourd'hui, j'en parle plus comme un échec, c'est une étape. C'est pas juste un échec. Ah, ça peut être un échec business. Mais dans mon parcours, c'est une étape qui m'a façonné et qui est primordiale, qui est fondatrice. Et après, tu as une troisième chose, c'est réaligner ses priorités. Elle m'a fait ça à la première séance, elle me l'a refait la dernière séance. La première séance, ma première priorité, c'était ambition, boulot. Ma deuxième priorité, c'était l'argent. Et la troisième, c'était, on pourrait appeler ça l'ego, la reconnaissance. Je sors de ça, de ces 3 mois. La première priorité, c'est moi.
Et pas d'un point de vue égocentrique, c'est si je vais pas bien, si je suis pas aligné avec moi-même, ça va être compliqué. La deuxième, c'est la famille. Et quand je dis la famille, c'est mon épouse, ma fille, mes parents, les gens très proches. Troisième, c'est les amis. Et quatrième, bah, c'est le boulot. Et donc, mon épouse ne m'aurait pas poussé à faire ça, je pense que... Est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est que je l'aurais pas fait à ce moment-là. Je l'aurais pas fait de cette manière. Et j'en serais pas là aujourd'hui. Vraiment. Et je la remercierai jamais assez pour ça. Et de l'autre, cette coach a été extraordinaire. Elle a été extraordinaire parce qu'elle a compris que ma demande initiale n'était pas la bonne, mais n'a pas challengé. M'a juste questionné, écouté, et m'a amené, m'a guidé vers ce dont j'avais besoin, quoi, en fait. Et cette étape de reconstruction, parce que du coup, la demande de départ, c'était de changer de job, et en fait, ça a été de recréer une boîte, quoi. Aujourd'hui, après ce travail de réflexion très fort, je suis redevenu entrepreneur. J'ai créé 2 sociétés. Nous sommes plus de 80 collaborateurs. On est rentable. Les 2 sociétés sont rentables. Et je suis super heureux. Je suis super heureux et finalement, cette étape, ça a été l'une des étapes les plus importantes de ma vie. Elle m'a très certainement permis de rencontrer la femme que j'aime aujourd'hui et du coup de créer toute ma vie perso. Mais surtout, à la fin, ce que je retiens, c'est que ce genre d'étape t'apprend l'humilité. Ce genre d'étape t'apprend que tu es vraiment seul. Ce genre d'étape t'apprend que l'humain aura toujours tendance à se défendre, à défendre ses propres intérêts, que de prendre un peu de recul et de voir les autres. Mais sachant ça, il faut pas non plus aller là-dedans, parce que sinon tu deviens aussi un enfoiré. Donc il faut essayer d'en avoir conscience, mais pas trop. Et surtout qu'à la fin, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. On décide d'y aller. Maintenant, je connais les règles. Et comme je sais qu'il n'y a rien de pire qu'ouvrir la porte du tribunal de commerce, toutes les autres embrouilles qui arrivent au quotidien, en vrai, elles sont cool. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que quand tu fais ça, c'est fini. Avant, tu peux te battre. Il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, quand tu connais ça, et c'est comme tout, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, faut s'en amuser, faut connaître les règles. Mais on les connaît pas au début. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.